La team, nous avons de la compassion pour M. Soro Guillaume et nous avons fait beaucoup de vidéos où nous parlons de Soro Guillaume. Mais je tiens ici à mettre d'abord les choses au clair. Je ne soutiens pas la démarche de Soro Guillaume parce que c'est lui aussi qui fait partie de ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans l'obscurité. C'est lui qui a plongé ce pays dans un deuil immense. C'est lui qui a plongé ce pays dans tous les problèmes qu'il y a là aujourd'hui. Avec sa volonté aussi de participer à une rébellion qui visait clairement à prendre le pouvoir coûte que coûte. Même si la vie de tous les Ivoiriens en découlait, il fallait cela pour une communauté. La team, c'est vrai qu'il ne faut pas stigmatiser une communauté, il ne faut pas isoler une communauté. Mais est-ce que Soro Guillaume pense que pour quelque raison que ce soit, il est important de porter les armes contre son pays? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour régler un problème sans porter forcément les armes? Je vais vous laisser ici, dans une ancienne vidéo de Soro Guillaume, vous allez écouter lui-même ses propos qu'il disait. Dans tout de même un passeport, à lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté qui s'est sentie exclue du jeu politique national. Absolument. Dès lors, la révolte ne pouvait qu'être évidente pour un bon lecteur et analyste politique. Mais elle a été endogène ou bien il a fallu un sanctuaire étranger? Parce qu'on parle du Burkina. Il y a des facteurs endogènes et exogènes. Ah, oui, oui, endogènes, il y avait déjà ce terreau favorable, fertile pour une révolte. Politiquement, il y avait un déséquilibre socio-économique entre le sud et le nord. Gbagbo le dira en disant j'ai la partie utile de la Côte d'Ivoire. Très clairement, ce sont ses propos. C'est un aveu. Voilà. Donc, il y a ces facteurs endogènes où dans l'armée, c'est l'épuration. Au plan économique, c'est le déséquilibre. Il y a la partie utile et la partie inutile. Au plan politique, c'est l'ostracisme, l'exclusion, la marginalisation. Et maintenant, quelle est la dimension étrangère? Maintenant, la dimension exogène, le facteur exogène, c'est que Oufo Boigny, qui a créé le Conseil de l'Entente, disait bien que la paix à l'intérieur de nos États passe d'abord par la paix à nos frontières. C'était une phrase de diplomatie internationale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des soldats ivoiriens sont pourchassés en Côte d'Ivoire. Des mandats sont lancés. Ils trouvent refuge au Burkina Faso voisin et au Mali. Ils trouvent, certains même ont séjourné ici au Sénégal. Bon, je ne sais pas si on dira parce que des soldats ont séjourné au Sénégal, donc le Sénégal a soutenu la rébellion. Regardez donc ce tunnel que je considère comme le tunnel de la mort. Ensuite, j'ai résidé au Burkina Faso. Voici un tunnel qui appartenait aux les soldats sont pourchassés, certains à Kidal, au Mali, et pourtant d'autres c'était aussi le fief de la MINUSMA. D'autres au Sénégal. La MINUSMA qui avait gagné ce fief et qui était censé protéger Kidal et ses habitants, était plutôt complice avec les terroristes. Elle savait très bien où se trouvait ce tunnel. Ce tunnel que vous voyez ici a déjà une entrée. Une entrée qui fait tellement peur. Et ce même tunnel a encore une sortie. Regardez très bien la vidéo jusqu'au bout. Vous allez vous rendre compte que ici, il y a une entrée et de l'autre côté, il y aura une sortie. Ça veut dire que s'ils ne sont pas ici et qu'ils sont attaqués, ils peuvent facilement sortir de l'autre côté sans que la police ne se rende compte à temps. Pourtant, la MINUSMA était censée protéger Kidal, n'a jamais protégé. Elle était juste là-bas pour empêcher l'armée malienne d'attaquer directement les terroristes. Et en grosso modo, elle était là-bas pour que le Mali se divise. Vous voyez un peu? C'est comme si elle était là en tant que séparatiste et était plus pour la sécession du pays. Et donc, vraiment, cette décision a tardé à arriver, mais on dit vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais. Bravo, bravo, bravo
Donc, parce que quand sur le leadership du président Assimi Goïta et de tout son entourage, voilà, regardez ici, vous voyez cette sortie. Ça, c'est la sortie, la team. C'est la sortie. Vous pouvez donc comprendre que entre l'entrée de l'autre côté et la sortie ici, vous pouvez comprendre quelle qualité de tunnel nous sommes en train de parler. Et tout ceci était sous le gîte de la MINUSMA. Donc, félicitations encore à Assimi Goïta et à toute sa team. La team, regardons ensuite les acclamations du président Assimi Goïta. Ce que nous revendiquions à l'époque, c'était d'avoir le droit de vivre sur la terre de nos ancêtres et d'y mourir. Il n'y a pas meilleure motivation que cela. Politiquement, c'est compréhensible. Maintenant, les moyens, en un temps record, vous avez bousculé une armée régulière. Les moyens sont venus d'où? Des magasins d'armes de Blaise ou bien c'est tombé du ciel? Voilà, je vous expliquerai. Blaise n'est plus président au Burkina Faso, il n'y a rien à cacher. Quand en 1900, le coup d'État de 1999 n'est pas parti d'un pays limitrophe. Ceux qui ont fait le coup d'État en 1999... Ce n'était même pas Robert Gué. Ce n'était même pas Robert Gué. Il a été le bénéficiaire, mais il n'était pas l'artisan. Ceux qui ont fait le coup d'État de 1999, tenant en respect toute l'armée, c'est ceux-là qui vont se retrouver en exil. Donc ce n'est pas des novices. À l'exception de ceux qui ont été tués comme les Diomandés. Voilà, voilà. Donc ce ne sont pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État. C'est ce que les gens ne prennent pas en compte dans l'analyse. Donc, ce n'est pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État, qui sont supposés donc savoir où se trouvent les poudrières, où se trouvent les endroits stratégiques, où se trouvent exactement... Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne. Ils ont fait carrière dans l'armée ivoirienne avant de s'exiler. Donc, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des mercenaires, ce n'est pas des... Non, ce sont des soldats de l'armée régulière ivoirienne qui ont déjà perpétré un coup d'État et qui savent à quoi s'en tenir. C'est ceux-là que nous regroupons, les meilleurs, et nous rentrons en Côte d'Ivoire. Ils s'infiltrent en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Bouaké et à Abidjan. Ils ont des complicités locales, des complicités à l'intérieur de l'armée, voilà, de l'armée même. Ils ont des complicités avec la population. Absolument. Et c'est plutôt ce contexte favorable, fertile, qui permet qu'une soixantaine, sinon une centaine d'hommes arrivent à défier toute une armée. Absolument. Voilà. Il déclarait, la façon dont il accusait le président Laurent Gbagbo d'être responsable de tous les torts et de tous les tares de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume nous informait que juste parce qu'il s'appelait Soro, quand il avait un contrôle de police, il pouvait se retrouver en train de faire 3 heures. Juste parce qu'il s'appelle Soro, il devait être menacé par des policiers. Moi, quand j'ai écouté cette interview, j'ai eu envie de me demander, bon, maintenant, comme il s'appelle Soro, je crois que maintenant, il peut vivre en paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour ça que tu as porté les armes. La team, c'est pour cette raison que je dis, tant que Soro n'a pas dit toute la vérité, il sera très difficile pour lui d'être accepté et d'être même cru par toute la majorité des Africains. Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple vu, hier sur sa page, il nous a pondu un communiqué. Ce communiqué de presse qui visait à féliciter, ce communiqué de presse qui vise à féliciter ici le gouvernement du Mali pour avoir récupéré Kidal. Soro Guillaume, donc, aujourd'hui, veut se comporter en panafricain, en quelqu'un qui mène vraiment un combat panafricain. Ça, c'est peut-être vrai. Mais si Soro Guillaume était véritablement un panafricain, je pense que dans le temps, il devait savoir que faire le choix de Ouattara au détriment de Gbagbo était déjà un problème. Entre les deux, nous connaissons qui est vraiment panafricain. Ce n'est pas Ouattara. Et ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Parce que Ouattara, pour se vanter, il nous parle du FMI. Mais là, qui contrôle le FMI? Ouattara, pour se vanter, n'a jamais parlé de ce qu'il a fait en Afrique. Il a toujours parlé de ce qu'il a fait en Occident. Et seulement pour ça, M. Soro Guillaume devait comprendre que le choix était déjà facile. Là, il veut nous faire comprendre qu'il est un vrai panafricain. Mais le vrai panafricain doit d'abord essayer de rétablir la vérité. Il a quand même fait tomber un président panafricain dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour installer un président de la France-Afrique, qui aujourd'hui est en train de nuire tous les pays qui sont limitrophes à son pays, tous les pays qui veulent se libérer et qui a même déclaré la guerre à plusieurs pays.
Si Guillaume Soro veut être un vrai panafricain, je pense qu'il doit, aujourd'hui où il est au Niger, faire un véritable mea culpa. Et un véritable mea culpa demande ici de nous dire toute la vérité sur non seulement la rébellion, mais aussi sur les élections de 2010. Car c'est tout cela qui a en découlé de tout ce que nous savons. Et c'est aussi ça qui a envoyé les djinns-fils de la Côte d'Ivoire à la CPI. Et où ils ont gagné. Soro, pourquoi ils ont gagné? Pourquoi ils ont gagné? Cette question reste posée. La team va de vous mettre la vidéo de Soro Guillaume. Écoutez avec moi, je vais vous lire ici son communiqué vis-à-vis de Kidal. Monsieur Soro Guillaume dit félicitations aux FAMA et au peuple malien. Ce 14 novembre 2023, les forces armées maliennes ont accompli un acte héroïque en reconquérant la ville de Kidal, remportant ainsi une victoire décisive dans la lutte acharnée qu'elle mène depuis plus d'une décennie contre les mouvements terroristes et sécessionnistes, qui ont plongé la région sahélienne dans un chaos, sémant désolation et horreur. Cette victoire cruciale renforce considérablement la sécurité et la stabilité du Mali, marquant un tournant historique dans la quête de l'intégrité territoriale. Au-delà du retour de la ville de Kidal dans le giron de la République, ce succès de l'armée malienne donne la preuve que les peuples africains savent mener les combats de l'honneur et de la dignité, mais aussi et surtout savent se défaire de toutes les formes d'alliances envahissantes et asservissantes. Ça, c'est la vérité. Et j'apprécie beaucoup ce communiqué, mais seulement l'homme qui fait ce communiqué, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore fait un bon mea culpa. Mais continuons pour finir. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations aux autorités maliennes, sous la direction du président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Son engagement courageux et résolu pour la restauration de l'intégrité du territoire du Mali a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette victoire significative. En ces moments historiques, je joins ma voix à celle de nombreux Africains pour célébrer cette réussite qui va au-delà des frontières du Mali. Guillaume Kipafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. La team, vous avez écouté, c'est avec moi, le discours bienveillant de Guillaume Soro vis-à-vis des autorités du Mali. Un discours panafricain, un communiqué panafricain que nous apprécions tous. Mais les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui nous demandent même que peut-être aussi il est devenu panafricain. Mais est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on ne naît pas directement panafricain? Est-ce qu'on le devient? Ça, je ne sais pas. Assimi Goïta n'a jamais trahi son peuple. Voilà pourquoi il est aimé. Ibrahim Traoré n'a jamais trahi son peuple. Voilà pourquoi il est aimé. Ce sont des présidents qui n'ont pas encore trahi leur peuple. Dès qu'ils ont décidé de porter les armes, ils ont décidé de le porter pour lutter aux côtés du peuple. Le président du GPS, Soro Guillaume, a à un moment donné de sa vie trahi son peuple. Et il ne peut pas faire des pardons qu'il fait souvent à la va-vite. Ça fait un véritable mea culpa. Je pense que c'est un véritable mea culpa. Pas forcément pour donner raison au président Laurent Gbagbo, mais pour éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas tous les détails de ce qui s'est passé et qui a fait à ce que Ouattara, aujourd'hui, soit le président de la Côte d'Ivoire, au point où beaucoup d'Ivoiriens ont les capacités même de mettre un téléphone comme ça et dire ce qu'ils pensent sans avoir peur d'être arrêtés et jetés au gnouf.